immer das ist die ganze Welt. Jüdische Mame, eure wie bitte, wenn sie fällt. Jeder da denken Gott, was ist von ihr passé. Heute treuerig ist, wenn sie geht, avec zu gehen. In Wasser, in Feuer, will sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht Schatten in Teuer, das ist gewiss die besten sind. Eure glücklich in Reich ist der Mensch noch hart. Als Schenk mit Ungeschenk von Gott. Jüdische Mame, 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 Mame. Et moi, je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je garderai gravé en moi pour toujours tout l'amour de ma Jiddische Mame, Mama, Manka. Vercors a écrit « Une des plus grandes malédictions de l'espèce humaine, c'est sa prodigieuse faculté à l'oubli. » Mesdames et messieurs, c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour ne jamais oublier, afin que jamais les horreurs du passé ne se reproduisent. Bienvenue à cette conférence lecture autour de la vie et de l'œuvre de Krystyna Jewulska, une femme extraordinaire qui a vécu l'indicible. Et pourtant, elle l'a écrit. Elle l'a raconté, elle l'a partagé. Son fils Tadeusz, ainsi que les passeurs et passeuses de mémoire que vous allez rencontrer ce soir, vont vous partager sa petite histoire dans la grande histoire. Voici ses petites filles, Ève et Estelle, la belle-fille de Krystyna, Thérèse, sa arrière-petite-fille Chloé, ainsi que Hélène, Catel et Marjorie. Et nous allons commencer avec Ève, qui va vous raconter l'histoire de Krystyna. Krystyna Jewulska, ma grand-mère, de son vrai nom Sonia Landau, est née à Łódź en Pologne en 1914 dans une famille juive. Elle avait une sœur, Basia, de 8 ans, sa cadette. Son père était juge de paix de sa communauté et jouait beaucoup aux échecs. Sa maman était sage-femme. Après des études de droit, elle était assistante juridique quand la guerre a éclaté. Lors de l'invasion allemande, la famille a quitté Łódź pour Lwów, que les troupes nazies n'avaient pas encore atteinte. Puis, avec l'avancée de l'armée allemande, la famille, à l'exception de sa sœur, mais en compagnie de Bolek, son fiancé, est obligée de rejoindre la communauté juive au ghetto de Varsovie. La suite va vous être racontée par mon père. Le ghetto, comment le décrire? C'est un endroit où on vivait que des atrocités. Je ne sais pas est-ce qu'on peut appeler ça une vie. C'était l'endroit à Varsovie surpeuplé. Sur la surface de 2,4 km², on avait entassé près de 400 000 personnes qui vivaient dans les appartements ou dans un appartement de 5 pièces, il vivaient 5 familles, chacune de 4 ou 5 personnes. C'était impossible à vivre. Et en plus, il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde. Donc,
pas de nourriture, ce qui fait que tout le monde avait faim. Dans cette situation, ma grand-mère, elle allumait le feu sous une casserole remplie de l'eau, mais dans l'eau, il n'y avait rien. Elle espérait qu'avant la fin de la journée, elle pourra ajouter quelques légumes, peut-être quenouilles. Mais non, l'eau restait vide jusqu'à la fin de la journée. C'était ça la soupe qu'elle avait, rien. Quand les enfants qui mouraient de faim, les adultes mouraient de faim, les vieillards mouraient de faim, tout le monde avait des problèmes en permanence. Finalement, le peuple juif se meurt entre quatre murs dans l'indifférence générale pendant cette période-là. Totalement. Quand on marchait, il a fallu enjamber les cadavres, dont certaines étaient recouvertes par un morceau de journal. Mais la puanteur s'est propagée partout et c'est resté. Et le pire, c'était le désespoir. C'était tout le temps de pire en pire, de pire en pire. On n'avait aucune chance que ça s'améliore. La seule chose dont on avait peur quand même encore, c'est d'être arrêté et transporté vers le camp d'extermination, tel que Treblinka ou Majdanek. On savait que là-bas, il y avait des trains qui partaient pleins et qui revenaient vides. On ne savait pas pourquoi exactement, mais on s'en doutait et de plus en plus, on avait des informations. Entre ces convois, la famine et les assassinats de masse, le ghetto se vide petit à petit. Le texte qui suit se situe lors d'une rafle en août 1942. Nous sommes à peu près à 2 mois avant la fin du ghetto, dans l'appartement où vivent entassés Christina, ses parents, son fiancé Bolek, mais aussi bien d'autres familles. Les nazis sont dans l'immeuble, ils sont proches de l'appartement, l'issue est connue de tous. L'arrestation, le train, puis les camps. Thérèse. La porte. Tous, nous nous précipitons en troupeau dans la salle de bain. Pâle, mais souriant, Bolek déplace l'énorme porte-manteau à parois, le plaque contre la porte, après l'avoir refermé sur nous. Il nous crie « Ça va, on ne voit rien, mais il faut vous tenir tranquille, pas de bruit. Ne vous en faites pas pour moi, ils ne m'auront pas vivant. » On entend les vociférations des Allemands, des coups de feu, les cris déchirants des victimes. Mon père a la tête courbée. Un souvenir me vient subitement à l'esprit, celui du récit que me fit Bachia, ma sœur, de son dernier voyage. Je me le rappelle mot pour mot. En approchant de Lublin, je sentis une odeur de brûlé. « Il y a le feu, dis-je. » Une des femmes dans le wagon jeta un coup d'œil éloquent. L'odeur de brûlé devenait toujours plus forte. Un garçon m'observait d'un air narquois. J'avais peur. Je sentais la fumée pendant plusieurs kilomètres encore. Sur le chemin du retour, au même endroit, même odeur suffocante de fumée, de brûlé. Dans le couloir, je demandais nonchalamment à une jeune fille « Tu ne sais pas par hasard ce qu'on brûle par là ?» Elle répondit « On brûle les petits youpins. » Un coup de feu retentit derrière la porte, puis un second, suivi de bruits de bottes et de jurons. « Verflucht normal, kein Mensch zu Hause. Raus, Schwein, raus !» J'étreins convulsivement la main de ma mère. D'interminables secondes s'écoulent. Un autre coup de feu. Et c'est le silence. Personne n'ose bouger. Non, je dois agir, entreprendre quelque chose. Plutôt le suicide que la mort à petit feu. Le fils du vieux monsieur Rosenberg en trouve lentement la porte. Nous entendons le bruit du porte-manteau qui glisse. Il n'y a personne dans l'appartement, ni dans l'escalier. Du logement des voisins, dont la porte est grande ouverte, émane la tiédeur d'une vie non encore éteinte. Sur le palier, je me penche par-dessus la main courante et crie dans le vide « Bolek !» Un écho déchirant me répond « Bolek, où
Silence. Je dis à ma mère, un gendarme que j'ai réussi à soudoyer se tiendra à la porte du ghetto à 3 heures. Il nous laissera passer. Habille-toi, il est temps de partir. Maman me regarde tout hébétée. Que dois-je mettre? Ton manteau. Il fait chaud, mais tu en auras besoin plus tard. Enlève ton brassard, nous sortirons sans brassard. Mon père reste assis près de la table. Heureusement, il nous tourne le dos. Il se tait. Il m'est impossible de prendre papa avec nous. Il boite. Et ton père, demande-t-elle? Il ne peut pas venir. Il nous ferait du tort, et à lui-même aussi. Papa doit comprendre. Le plus terrible a été dit. Il n'y a plus qu'à nous en aller au plus vite. Si papa dit seulement un mot, ou s'il regarde de notre côté, je n'aurai plus le courage d'agir. Papa se tait. Il se tient tout raide. Il ne bouge pas. Maman est prête. Je devrais dire quelque chose à papa. C'est peut-être l'adieu définitif. Non, autant ne rien dire. Nous devons passer tant que mon gendarme est de faction. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je viens, dit-elle, machinalement. Je prends son bras. Une fois devant la porte, elle se retourne pour regarder papa, sans dire un mot. Le gendarme soudoyé n'est naturellement qu'un pieux mensonge. Le ghetto est cerné de toutes parts. L'étau se resserre toujours davantage. Il n'est pas de fente par où l'on pourrait se faufiler. Dans tous les cas, c'est la mort. La rue est déserte. Un typhon vient d'y passer. Les trottoirs sont jonchés de vêtements épars, abandonnés dans l'affolement, de photos, de débris de porcelaine, de livres de prières. À mesure que nous avançons, cris humains, hennissements des chevaux, aboiements des chiens deviennent plus proches. On distingue de mieux en mieux les charrettes vers lesquelles sont brutalement traînés les malheureux arrachés à leur foyer. Nous nous dirigeons de ce côté, droit dans la gueule du loup. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous y voilà. Autour de nous se déroule le grand massacre. Personne ne nous appréhende. Nous n'éveillons pas le moindre intérêt, car bien que nous trouvons dans leur champ de vision, nous ne faisons pas partie du territoire où ils font la chasse à l'homme aujourd'hui. J'hésite entre deux chemins. Je dois décider sur le champ par où atteindre la porte. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je regarde maman. Pour la première fois depuis notre départ, elle est l'image du désespoir. La porte se dessine distinctement au loin. J'aperçois un groupe de SS qui, apparemment, ne font pas partie du corps de garde du ghetto. Cravache en main, ils semblent assister à un spectacle passionnant se déroulant de ce côté de la grille. Je fais un effort désespéré pour étouffer ma peur. Je dis à ma mère, tâche de sourire, ne montre pas ta peur. Nous avançons au milieu de la chaussée. Mes jambes sont de bois, ma langue, ma gorge, mon palais semble calciné. Une pensée m'obsède, qu'il tire d'abord sur moi, ne pas voir ma mère s'écrouler. Il ne reste que quelques mètres. Je me dirige vers une sentinelle. D'un geste résolu, je sors de la poche de mon manteau une pièce d'identité m'autorisant à circuler dans le ghetto en tramway attelé. Une étoile s'étale en plein milieu de la carte. « Vite !» dis-je fermement à l'intendant. Il regarde, baisse les paupières, il relève la tête, il m'observe comme si j'étais un lion bipède. Il déplace son regard sur maman. « Ausweis, laissez passer, marmonne-t-il. »« Zusammen, ensemble. » Ma réponse est presque provocante. Sa stupeur grandit. Il se penche de nouveau sur ma carte étoilée. Il relève la tête. On voit qu'il a pris une décision. « Los, hop, dégagez !» lance-t-il sèchement. De son fusil, il indique la direction, celle du côté arien. J'entraîne maman.
Nous avançons. J'entends un coup de feu. Nous nous arrêtons. Nous attendons. Il nous faut continuer. Nous marchons. Nous marchons toujours. Et tout à coup, le tumulte derrière nous s'éloigne et faiblit. Je ralentis. Je respire à fond. Une douce tiédeur remplit mes poumons. Autour de nous, c'est l'inertie somnolente d'un dimanche d'août. Je distingue maintenant une rue inconnue, une rue étonnamment calme et propre. J'ai sur moi 65 zlotys, dit maman. Là, à gauche, il y a un kiosque où on vend de l'eau minérale. Donne 5 zlotys et ne bouge pas d'ici. Nous mangeons, chacune un petit pain, et buvons au goulot de la bouteille. De douces bouffées de vie nous enveloppent. Du fond de ma conscience, un vague souvenir émerge d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec ma mère le dernier jour où l'on pouvait encore appeler du ghetto. Elle parlait avec insistance. « Je vous attendrai tous les jours à 4 heures. Place Wilson, essayez de sortir. N'oublie pas, à 4 heures, tous les jours, place Wilson. J'y serai, je t'en supplie, tâchez de sortir. Je vous attendrai tous les jours. » Que veut dire tous les jours? Tous les jours? Pendant combien de temps? Plusieurs semaines se sont écoulées depuis cette conversation au téléphone. Elle devrait venir à ce rendez-vous tant que durera le ghetto. Mais peut-on considérer que le ghetto existe encore? Non, ma sœur a les pieds sur terre, elle n'y va plus. Après tout, elle y va peut-être tous les jours. Ma sœur n'avait pas de papier, ni de logement, ni d'argent. Elle est peut-être en prison, qui sait, ou morte. La place Wilson est encore loin. Il nous faut prendre un tramway, dis-je, le plus simplement du monde, jusqu'à la place Wilson. Là, nous nous reposerons chez des amis. Qui sont ces amis chez qui nous devons aller? Tu ne m'en as jamais parlé? Ce sont des amis de Bachia. Nous y sommes. C'est l'endroit, c'est l'heure. Voilà la maison, dis-je en manière d'information. Attends-moi, je vais juste me renseigner s'ils sont à Varsovie. Je me dirige vers l'entrée de la maison. C'est alors que du fond de la rue, un cri me parvient. « Maman !» Une jeune fille se précipite en notre direction. Ma sœur. « Oh mon Dieu !» semble-t-elle en étreignant maman. « Je ne suis pas venue depuis plusieurs jours. Je n'y croyais plus. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller encore une fois, la dernière, sans l'ombre d'un espoir. » « Comment savais-tu » bégayait maman. « Comment pouvais-tu savoir ?» Alors, Christina et sa maman ont réussi à s'échapper du ghetto et elles vont faire la rencontre d'un certain Frédéric qui va les aider et les prendre en charge. Et curieusement, la première chose qu'il lui dit, c'est « Tu dois partir une semaine à la campagne pour bronzer et manger. » Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Tadeusz? À ghetto, comme ils n'ont pas mangé, il est évident qu'ils ont tous maigri. Étant maigres et pâles, on voyait tout de suite, même s'ils n'avaient pas l'étoile jaune sur le brassard, on voyait qu'ils sont probablement sortis du ghetto. Il a fallu qu'ils prennent des couleurs et il a fallu qu'ils prennent du poids pour se faire passer pour des Ariens. Ce n'était pas vraiment un problème pour ma mère parce qu'elle était blonde, aux yeux bleus, mais sa pâleur le trahissait. Donc elle a réussi à partir à la campagne avec sa mère. Sa mère est restée à la campagne. Et sur la route pour allant là-bas, ils ont vu un wagon de train qui allait vers le camp d'extermination, wagon à bestiaux, rempli de gens parmi lesquels ma mère a cru reconnaître son père. Ce n'était pas le cas. À Varsovie, pour continuer à vivre, les Juifs qui se sont échappés des ghettos
avait besoin d'avoir de faux papiers. Et ma mère, avec son ami chez lequel elle habitait, elle s'est mise à fabriquer des faux papiers. Elle est rentrée dans la résistance. Et quand elle faisait les faux papiers, parmi d'autres, elle a fait pour un ancien SS qui a déserté parce qu'il est tombé amoureux d'une jolie petite juive qui travaillait dans un cafétéria, qui lui servait le café. C'était une petite noiraude. Il a voulu être avec elle, mais ce n'était pas possible. Donc, ils ont fait tout pour faire passer des Juifs de l'endroit où ils étaient, de Varsovie, en Autriche. Et je crois savoir qu'ils ont aussi aidé à sauver un bébé dans des conditions assez rocambolesques. Oui, c'était très surprenant. Les photos de ma mère, je n'ai pas les photos, les images de ma mère, à l'époque ce n'était pas forcément les photos, mais c'était les dessins qui la représentaient, étaient placardés sur tous les murs de Varsovie. Et quand ma mère allait à la gare pour aller dans le village où elle avait du papier, où elle avait tous les éléments nécessaires pour la fabrication des faux documents, elle ne savait pas comment rentrer dans la gare, parce que la gare était pleine de Gestapo. Et là, elle a vu un officier supérieur de Wehrmacht. Wehrmacht, ça n'a rien à voir avec le SS. SS, ce sont des volontaires, les hitlériens qui veulent travailler pour Hitler. Wehrmacht, ce sont des soldats appelés, qui n'ont pas du tout envie de faire la guerre, mais qui sont plus ou moins obligés. Elle a vu ces officiers, elle est venue pour lui demander l'heure, et comme ça, en bavardant avec lui, elle est rentrée à la gare. Ensuite, dans le train, à un moment donné, elle a vu que les Gestapo étaient dans le train, elle était en train de scruter tous les compartiments, chercher. Donc elle est allée en arrière du train. À un dernier moment, elle ne pouvait plus aller plus loin, et les soldats de Wehrmacht, ils étaient 8 dans un compartiment, ils ont vu une jeune fille effrayée, ils ont compris tout de suite, ils lui ont montré sous les bottes. Elle s'est cachée sous les bottes de 4 soldats de Wehrmacht. Il y avait 4 d'un côté, 4 en face. Quand le train s'arrêta, pour sortir, à nouveau la même scène. À nouveau, le Gestapo à la gare. Mais le même officier est descendu aussi, donc les approcha de lui et lui a demandé comment se passait le voyage, est-ce que c'était agréable. Et comme ça, en bavardant avec lui, il est sorti devant le nez des Gestapo. Malheureusement, ce genre de subterfuge ne pouvait pas fonctionner tout le temps. Rapidement, il s'est fait arrêter et a été mis dans la prison. Là, donc on voit ici le train dont je parlais, faux papier, et elle a été mise dans la prison de Pawiak, la prison qui existait depuis longtemps, qui était pour les prisonniers politiques encore en Pologne avant la guerre. Donc on voit ici un couloir. Ensuite, elle était interrogée par les Gestapo, et je parlerai de ça peut-être un petit peu. Si, très rapidement, quand elle était interrogée, elle faisait croire qu'elle est une idiote complète, qu'elle est une imbécile. Ça, c'était beaucoup plus facile que d'essayer de réfléchir et de discuter avec les SS. Dans ce cadre, elle a commencé par dire le premier mot. En fait, mon nom, ce n'est pas Zofia Wiśniewska, qui est déjà un faux nom. Mon vrai nom, c'est Krystyna Jewulska. C'était une femme qui était enregistrée à l'endroit où elle habitait pour qu'on puisse avoir le talon pour la nourriture, talon supplémentaire. Au départ, le SS a dit « Quoi? Vous allez vouloir raconter des histoires? Vous savez que vous êtes ici à Gestapo, vous devez dire toujours la vérité. » Mais oui, justement, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Parce que sinon, vous risquerez, si vous le découvrez de vous-même, me reprocher d'avoir menti. Et l'avantage de s'appeler Krystyna Jewulska, c'est que ce n'était pas juif. C'était pas juif, effectivement. Et elle a été arrêtée finalement en tant que résistante et non pas en tant que juive. Exactement. Ah, c'était très drôle parce qu'à un moment donné, il y a un famille des Gestapo qui lui a posé la question « Seriez-vous juif par hasard ?» Et là, elle a dit « Quoi? Comment osez-vous » L'art de la comédie. En yiddish, on appelle ça chutzpah.
c'est le culot, Bon. Et donc Christina est arrêtée en tant que résistante et c'est ce qui va l'aider puisqu'elle ne va pas être envoyée directement au camp d'extermination d'Auschwitz II-Birkenau, mais à Auschwitz I, qui est un camp de travail où elle arrive en 1943. Et elle y part avec son amie Zosia, dans un convoi de 800 personnes, et seulement 7 vont en revenir. Le passage qui va vous être lu maintenant relate son arrivée. Estelle. Première journée. Le matin, les portes de la baraque s'ouvrirent. Affamés, fatigués, nous regardions le lever du soleil à Auschwitz. Des silhouettes bizarres, couvertes de haillons rayés, sans cheveux, jetaient des coups d'œil dans la baraque. Elles passaient, traînant de gros sabots. Elles demandaient en polonais d'où nous venions, s'il y avait parmi nous telle ou telle personne. Quelqu'un entra et chassa les ombres rayées. Voilà comment nous serions. Nous le savions sans qu'on nous l'ait dit. « Ça te tourmente ?» demandai-je à Zosia. « Tu regrettes qu'on te coupe les cheveux ?»« Je ne regrette rien. J'ai faim. Est-ce qu'on nous donnera à manger ?» On nous fit mettre en rang pour le tatouage. Quelques-unes s'évanouirent, d'autres crièrent. Mon tour vint. Je savais que cette douleur serait dérisoire en comparaison de ce qui nous attendait. Qu'est-ce qu'une douleur qui dure 1 minute à côté de celle qui peut durer des années ? Une détenue de la section politique avec un petit numéro et sans P dans son triangle rouge, Volksdeutsche, prit mon bras et commença à piquer le numéro 55 908. Ce n'était pas mon bras qu'elle piquait, c'était mon cœur. À partir de ce moment, je n'étais plus un être humain. Je ne sentais plus rien. Je ne me souvenais plus de rien. Ma liberté, ma mère, mes amis, les maisons, les arbres, tout cela avait cessé d'exister. Je n'avais plus de nom, plus d'adresse. J'étais la détenue 55 908. À cet instant, chaque piqûre, une période de ma vie se détachait de moi, cependant que m'envahissait la torpeur dans laquelle j'allais désormais vivre ma vie de numéro. Depuis 2 jours et 2 nuits, nous n'avions eu ni à boire ni à manger. Nous entendions un bruit d'eau qui coulait. J'abordai une détenue de service. « Est-ce de l'eau potable ?»« On peut en boire, mais on peut aussi attraper le dos-cheval. »« Qu'est-ce que c'est que le dos-cheval ?»« Tu ne peux pas tout savoir dès le premier jour. Tu l'apprendras, n'aie pas peur. » On nous laissa enfin approcher de cette eau. Elle tombait d'une douche. Nous en bûmes et nous nous lavâmes en même temps, sans savon naturellement. La douche dura 3 minutes, après quoi, on nous emmena dans une autre salle. Pas de serviette pour nous essuyer. On nous donna du linge et une robe rayée. Ma chemise portait des traces jaunâtres. J'appris que c'était des lentes desséchées. Je jetai cette chemise avec dégoût, ce qui me valut une bonne gifle. « Prends-la, imbécile, sinon tu gèleras pendant l'été. » Je ne gèlerai pas, c'est l'été. Que ces nouvelles peuvent être bêtes. Tu verras qu'on gèle la nuit, même en été. Je ramassai la chemise et me hasardai à dire « Veux-tu m'en donner une autre ? Bon, en voilà une. De toute façon, tu ne feras pas de vieux os ici, ni dans celle-ci, ni dans celle-là. » Ma robe rayée était trop longue. Celle de Zosia lui arrivait aux genoux. Nous les échangeâmes et Zosia constata « Tu vois, ce n'est pas si terrible. » On nous lança des sabots, nous n'arrivions pas à les mettre. Nous nous traînions péniblement dans la tenue de camp. Chacune de nous regardait son numéro, ses pieds, tâtait sa tête rasée. Après plusieurs heures de station debout, après avoir été comptés, rangés par 5, poussés et battus, nous reçûmes notre ration de pain, 150 grammes, et une soupe de rutabaga très épaisse. On nous informa que la soupe constituait le déjeuner, le pain, le souper et le petit déjeuner. Le repas suivant, composé de la même soupe, aurait lieu le lendemain à midi. À cet instant, aucune de nous ne pensait au lendemain. La soupe et le pain furent engloutis en un temps record. Je jetai un regard sur mes compagnes et sur moi-même. Je compris qu'en 24 heures, on avait fait de nous des bêtes. Il est difficile de croire qu'autrefois, nous mangions à table en nous servant d'une fourchette. 2e jour est déjà une éternité dans l'enfer du camp. La faim, la peur, le désespoir, l'envie de se coucher et de ne plus jamais se relever. Une déshumanisation pensée à chaque instant du quotidien des prisonniers. Chloé et Ève.
je t'aime. Debout. Je sursautai, effrayée. C'est l'appel. Sortez, salope. Vite. Nous sortîmes devant le bloc. La nuit était fraîche. Personne ne savait l'heure. Par la suite, nous apprîmes que nous nous réveillions à 2 heures du matin. Nous claquions des dents, nous tremblions, épuisés de fatigue et de froid. Dire que c'était seulement notre 2e journée, notre premier appel, et que, déjà, nous ne ressemblions plus à des êtres humains. Dans la pénombre, luisaient des yeux agrandis par la souffrance, par la peur, par l'énervement. C'était le mois d'août. Le ciel illuminé au-dessus de nos têtes semblait nous narguer avec ses innombrables étoiles. Tant d'étoiles pour un tel troupeau. L'aube se levait, plus il faisait clair, plus nous paraissions grises. Mais l'appel ne prit fin qu'à 6 heures du matin. On ne nous laissa pas rentrer dans les baraques. On nous conduisait vers la visa, c'est-à-dire la prairie. Là-bas, nous nous blottîmes les unes contre les autres. Chacune de nous voulait être dans la foule. Peu après, le soleil se leva. Nous avions moins froid, par contre la faim se fit sentir. Tant d'heures encore avant la soupe. Hausen. Le travail au champ dura des semaines. Nous rentrions sous la pluie, sous la neige, en pataugeant dans la boue jusqu'aux genoux, ou bien le soleil nous épuisait. Le matin, nous courions chercher notre soupe, l'après-midi, notre pain. Nous connaissions par cœur le trajet, les visages des surveillantes et des gardes, tous leurs jurons, et les marches jouées par l'orchestre et chantées par des femmes affamées, mouillées jusqu'à la ceinture. Nous retournions le foin, nous arrachions les pommes de terre d'un sol boueux, nous semions les rutabagas, nous arrachions les mauvaises herbes. Pendant les chaleurs, la gorge sèche, les lèvres brûlées, nous mettions le blé en germe. Souvent, nous travaillions sans nous arrêter pour déjeuner. Le soir, on dévorait la soupe froide et aigre à cause de la chaleur. Le lendemain, nous avions la diarrhée. Si l'une de nous, torturée par des coliques, essayait d'aller dans le fossé voisin, les gardes lâchaient leurs chiens. Humiliées, les femmes ne quittaient plus leur place et pataugeaient dans leurs propres excréments. Un jour, une Ukrainienne réussit à s'évader. Au camp, on annonça qu'un appel aurait lieu. On attacha sur une table la surveillante, responsable du groupe auquel appartenait l'évadé. Un SS lui asséna 25 coups avec un gros gourdin. Elle hurlait de douleur. La chef du camp lui tenait la tête. Au 23e coup, elle s'évanouit. Alors, on la détacha. Elle était toute noire. Ses reins étaient à vif. Ses camarades la transportèrent au révire. Elle nous mourut quelques jours plus tard. Nous rentrions au camp, le cadavre d'une camarade sur notre dos, en marquant du pied gauche le rythme de la musique. Nous n'étions jamais seuls, même pour un instant. Je me rendais compte que je devenais chaque jour plus farouche, que je haïssais les hommes, que je ne pouvais plus entendre ni les disputes ni les éclats de rire. Notre regard était éteint, et nous avions appris à haïr en silence. Après tant d'heures de travail, je me couchais à demi morte de fatigue, et je rêvais que j'étais la gardienne SS, et que mes bourreaux hitlériens étaient des détenus. Je les étranglais, je les battais, et cela m'aidait à m'endormir. Je devenais tous les jours plus sale, plus maigre, plus fatiguée, plus affamée. Dans cette situation, quand on imagine les appels qui avaient eu lieu tous les matins, qui commençaient souvent à 3-4 heures du matin, qui duraient jusqu'à 7 heures du matin, 7h30. Appel où on ramassait tous les prisonniers du baraque dans les rangs par 5 et on les comptait pour savoir qui est encore là. Est-ce qu'il n'y a pas de prisonniers qui sont morts ou bien d'autres qui ont essayé de s'enfuir? Et là, une des prisonnières qui était à côté de ma mère a dit à ma mère: écoute Christina, toi tu es une intellectuelle, tu dois savoir nous composer une prière. Et ma mère a répondu: non, moi je ne sais pas prier, je ne l'ai jamais fait. Mais je vais vous citer une prière qui était faite par le poète Julian Tuvim, un grand poète polonais, juif notamment, qui se trouvait à ce moment-là aux États-Unis. Il a dit ce poème qui était répété par le prisonnier à sa gauche et de plus en plus loin à gauche. Tous les camps le connaissaient. À droite, la même chose. Tous les camps connaissaient ce poème
que ma mère leur a transmis. Le lendemain, ils ont dit, peux-tu nous faire un autre poème? Et là, ma mère a commencé à inventer des poèmes. Un poème qui décrivait ce qui s'est passé dans le camp. Un poème qui leur permettait d'espérer un changement. Le poème que vous allez entendre a été écrit en s'inspirant de la vie des prisonnières et de leurs ressentis. Qu'a-t-elle? Marche par le portail. Il viendra bientôt, notre 1er mai. Mai de la liberté. Liberté de mai. Pour tout le mal que vous avez fait, des veuves par millions, au rythme de ce chant marcheront sur un chant sans parole. Pour notre douleur, pour tous nos tourments sans fin, nos tourments infinis, il faut agir, et seulement agir. Le temps viendra, au moment de vos pas, où nous vous ferons payer, sans aucune pitié. Vous serez massacrés, battus et encore battus. La musique jouera pour vous aussi, vous allez hurler. Que cela suffit! Mais nous, de rage, nous n'arrêterons pas. Mais nous, de rage, nous n'arrêterons pas. Pour tant de victimes et pour tant de sang, vous allez payer. Vous, rien que vous. Pour tant de souffrances, pour tant de flagellations. Un couteau dans vos cœurs, une balle dans la tête, pour tant de souffrances, pour tant de douleurs. Des poignards dans la poitrine, des baïonnettes dans la nuque, pour tant de peine, de soupirs et de larmes. Que vous creviez tous comme des chiens, et qu'enfin le monde puisse respirer. Nous effacerons toute trace de vous. Alors, seulement, nous chanterons au rythme de la liberté. Coche, coche. Peu de temps après avoir écrit ce poème, qui était d'ailleurs transformé en chanson, et que j'ai entendu en tant que chanson en 1995, chantée par des anciennes coprisonnières de ma mère qui se sont rappelées cette chanson, qui ont chanté a cappella. Peu de temps après, elle est tombée malade, elle avait attrapé le typhus. Le typhus, c'est une maladie absolument atroce. À un moment donné, le cœur s'emballe, il bat à une telle vitesse qu'il éclate. Il a fallu recevoir un fortifiant, un calmant, un médicament spécial. Il n'y avait pas. Elle était transportée dans Révire. Révire, c'est un genre de... ni l'hôpital, ni infirmerie. C'était un mouroir. Tout le monde avait peur d'aller dans la rivière parce qu'on sortait de là les pieds devant uniquement. Les conditions étaient absolument infernales à l'intérieur. Abject, totalement abject. Et là, il y avait une seule piqûre qui était possible à donner une seule personne. Et El Julia, que vous voyez ici, a donné cette piqûre à ma mère. Parce que sa survie de ma mère, avait une importance capitale pour tous les autres. Grâce à des poèmes de ma mère, les autres pouvaient continuer à garder un peu de dignité, à garder un petit peu de raison de vivre. Au même moment, la mère de cette infirmière était en train de mourir sur un lit à côté. Mais la piqûre a été donnée à ma mère. Après, elle a été transférée de Auschwitz I, une fois qu'on l'a guérie, elle a été transférée d'Auschwitz I à Auschwitz II, Birkenau. Birkenau, Birke, ça veut dire le bouleau, le bois de bouleau. C'était entouré de bois de bouleau qui servait aussi comme combustible dans le four crématoire. Donc Birkenau, ce n'était plus les camps de concentration, camps de travail, c'était les camps d'extermination. Des juifs arrivaient au départ par centaines et après par milliers pour être tout de suite gazés et brûlés. Mais tout ce qu'ils apportaient avec eux, leurs affaires, leurs vêtements, leurs chaussures, tout ce qu'ils avaient dans leur valise,
Tout ça était stocké dans une baraque spéciale qui s'appelait Effektenkammer, la chambre des effets, et que les prisonniers entraient appelés Canada. C'est là que travaillait ta maman. Et c'est là où elle travaillait, justement. Travailler dans le Canada, ça veut dire qu'elle avait aussi ce qu'on pouvait mettre sous son vêtement de prisonnière, un pull. Elle avait parfois d'autres vêtements. La qualité de vie, au sens matériel, était peut-être meilleure. Mais psychologiquement, c'est le pire endroit qu'on puisse imaginer. Elle était là, vrai témoin de l'extermination. Imaginez de voir dans une journée des milliers de morts qui partaient. Imaginez de voir dans une journée autant de morts que d'habitants de province. C'est quand même incroyable, inimaginable. Et pourtant, c'était le cas, souvent. Stina et les autres détenus évoluent dans un monde où l'extermination est un but. Malgré elle, la mort devient leur quotidien, leur travail, comme l'illustrent les extraits suivants, qui va vous être lu par Catel et Hélène. Les crématoires. Birkenau était une annexe du camp. Les crématoires se trouvaient là. Il y avait aussi de nombreuses baraques où l'on entassait les biens des Juifs. Notre chef avait obtenu quelques baraques pour notre commando. Le nombre des convois augmentait. La place manquait. Toutes ces nouvelles nous inquiétaient. Nous finissions toujours par conclure. Être exterminés ici ou là, quelle différence? Partout, des barbelés. Pourtant, j'avais peur de l'inconnu. Lorsque je franchis pour la première fois la porte de Birkenau, nous nous installâmes dans 4 baraques. 3 d'entre elles contenaient les sacs bourrés d'objets et de vêtements d'hiver. La 4e nous servait de bureau. À partir de ce moment, tous les convois passèrent par Birkenau. Une fois habillés et douchés dans notre salle d'eau, les détenus étaient dirigés sur le camp, pour la quarantaine. Nos baraques étaient séparées de celles des hommes par la Lagerstrasse, une simple rue, mais au lieu de maisons, des baraques, au lieu de véhicules, des voitures à bras tirées par les détenus. Le bloc où nous habitions était situé dans une rue latérale. Les autres baraques de cette rue faisaient partie du Canada. On appelait ainsi les baraques qui contenaient les affaires des Juifs gazés. Ce nom était le symbole d'immense richesse. Derrière notre bloc, un petit espace où se trouvaient les cabinets. En face, 4 crématoires entourés de barbelés entremêlés de branches pour les dissimuler. De loin, on ne voyait que les cheminées. Passé la porte d'entrée, de part et d'autre de la route qui conduisait au crématoire, près d'une petite maison blanche, des champs de sarrasin et de lupins. Sur les espaces libres, entre nos baraques, on plantait des pommes de terre et des légumes. Devant ces baraques, des pelouses et des fleurs. L'endroit le plus romantique se trouvait derrière la salle d'eau, au voisinage du crématoire. La vue de la Maison Blanche inspirait une joie insouciante. Lorsque le soleil éclairait cette partie de Birkenau, on avait l'impression que la Maison Blanche était une villa idyllique pour gens paisibles, recherchant le calme. Et pourtant, c'était là qu'on exécutait les condamnés à mort. On les fusillait. Les murs, à l'intérieur, étaient rouges de sang. On avait recours à ce mode d'exécution pour les petits groupes d'hommes, d'une centaine environ. Les Grecs. On nous ordonna d'aider à hisser sur un camion des vieilles femmes assises devant les fenêtres fleuries. Je m'approchai de l'une d'elles et lui tendis la main. Elle se leva. « Fais bien attention en me tenant, mon enfant. Tu ne sais pas à quel point je suis fatiguée. De tels voyages, à mon âge !» Je l'aidai à monter dans le camion.
Elle répétait sans cesse, en souriant et en hochant la tête, « Quel voyage! Quel drôle de voyage !» Elle doit être folle, pensai-je. Rien d'étonnant d'ailleurs. Mes camarades s'occupaient d'autres vieilles femmes et les aidaient à monter dans le camion qui démarra. « Où vont-elles » demanda Yoachia à Yanda sur un ton d'écolière bien sage. Yanda la regarda, assez troublée. « Nous avons un beau temps aujourd'hui. Nicht wahr, Yoachia ?» Il faisait en effet très beau. Pourquoi Yanda ne répondait pas? Je compris tout à coup. J'avais moi-même fait monter dans un camion des gens qui allaient au crématoire. J'avais aidé cette gentille petite vieille qui aurait pu être ma grand-mère de mes propres mains. Je l'avais installée dans la voiture de la mort. Mon Dieu, géminait là à côté de moi. Si quelqu'un m'avait dit un jour que j'aiderais à tuer des gens, le camp avait son aspect habituel. J'entendis nettement siffler un train. C'était un nouveau convoi venant de Grèce. Yanda nous ordonna d'aller dans une baraque et de surveiller les nouvelles arrivantes. Brusquement, j'eus peur, en pensant aux questions qu'allaient me poser les Grecs. J'eus peur à l'idée de voir ces femmes belles et saines qui ne se doutaient de rien. Tout se passa comme je l'avais prévu. Les Grecs, élancés, avec des yeux noirs et une pommade, regardaient tout visage nouveau avec inquiétude. Elles essayaient de nous faire comprendre quelque chose par des gestes. L'une d'elles s'adressa à moi en allemand. « Où sont allés nos parents en camion ?»« En camion ?» Je feignis l'étonnement. « Il y avait 3 camions, raconta-t-elle excitée. On nous a dit que ceux qui étaient fatigués pouvaient partir en voiture. Les vieillards sont montés et ils ont disparu, et nous, on nous a amenés ici. Dis-moi où ils sont allés, tu dois bien le savoir. » Je pense qu'ils sont allés dans une autre localité, mais je n'en suis pas sûre. Nous ne les reverrons donc plus? Je crois que non. Les autres écoutaient, le visage tendu. La femme leur traduisit notre conversation. Elles se mirent à pleurer. On poussa violemment la porte et dans la baraque entra un SS. Très beau, un vrai jeune premier, très régulier, visage agréable, grand, mince. Il sourit gentiment et cria « Roue! Silence !» « Qui est-ce » demandai-je à une femme qui travaillait dans cette baraque. « Mengele, tu ne connais pas ce bourreau du bloc des cobayes ?» C'était donc lui. Je n'arrivais pas à établir un lien entre sa personne et les horreurs qu'il avait commises. L'apparence peut donc tromper à tel point. Cet homme semblait cultivé, honnête, son visage inspirait la confiance. Et c'était lui qui faisait ces expériences monstrueuses? Je l'observais. Je suivais attentivement chacun de ses gestes pour me pénétrer de l'idée qu'un tel homme peut être un monstre. « Dites-moi, s'il vous plaît, » il parlait d'une voix douce et polie, comme un professeur à des étudiants. « Y a-t-il parmi vous une personne qui s'appelle Zénira ?» Pas de réponse. Si quelqu'un connaît l'allemand, je le prie de se présenter. Une femme grecque, d'une beauté classique, très brune, très élégante, avec un chapeau blanc sorti du rang. « Je connais l'allemand », dit-elle avec coquetterie, comme une femme consciente de sa beauté qui s'adresse à un bel homme. Mengele demandait avec galanterie à la femme grecque « Aidez-moi, je vous prie, à retrouver Lydia Zénira. » Une femme sortit du rang et déclara que Lydia Zénira, son amie, faisait bien partie du convoi, mais que, très fatiguée, elle était partie en camion. « En camion ?» Mengele était inquiet. « Chad !» murmura-t-il, et il partit. Que voulait-il? Nous nous perdons en conjectures. Vala entra. Il fait des expériences sur les jumeaux. Dans le convoi d'aujourd'hui devait arriver la jumelle de l'une de ses victimes. On a annoncé l'arrivée du convoi, et maintenant il cherche partout cette femme. Il ne l'a pas trouvée, elle est partie en camion. Pauvre Mengele, soupira ironiquement Vala. Il est si difficile de trouver des jumelles. Donc l'extermination continue, mais pour les nazis, le rythme est insuffisant. Oui, le rythme est absolument insuffisant parce qu'on tuait à peine quelques centaines par semaine au départ. Et là, on a changé. On a dû exterminer quasiment tout de suite 20 000 juifs par jour. C'était les projets
qui était fait pour tuer, pour remplir les plans, au moment quand les Allemands commençaient déjà à perdre la guerre et quand la majorité savait que la guerre sera pour eux perdue. Il y avait déjà la défaite des nazis en 1943 à Stalingrad, à Kursk. Donc l'histoire basculait. La conscience des effets probables des Allemands était en train de la gagner. Et donc c'est là, il était nécessaire d'accélérer l'extermination pour remplir l'obligation de la solution finale. Et dans ce contexte de frénésie criminelle, les détenus vont passer un degré dans le cercle de l'enfer. Hélène. 20 000 par jour. Depuis plusieurs jours, on sentait dans l'air une certaine fièvre. Quelque chose se préparait. Tous les SS se hâtaient, très affairés. On creusait des fossés près des crématoires, car ils n'avaient pas été construits de façon à pouvoir dévorer tant de cadavres. On disait qu'on allait brûler vifs les condamnés. Un ordre était arrivé de Berlin. Il fallait brûler en 1 mois et demi 800 000 juifs hongrois. Des camarades du département politique nous racontèrent qu'aussitôt l'ordre reçu, une conférence diabolique avait eu lieu entre Utztek, Kramer, Moll et d'autres. Ils étaient frémissants d'émotion, enivrés par leur propre responsabilité. Leurs yeux reflétaient déjà l'éclat de l'or et des diamants des Juifs hongrois. En attendant, ils se contentaient de chiffres. 20 000 par jour, ils disaient. 20 000 par jour, ce n'est pas une bagatelle. Ils se donnaient de grandes tapes dans le dos. Ils allaient faire du bon travail, rien à dire. Ce n'est pas la même chose que 2 transports et quelques centaines de personnes par semaine. On ne pourra pas se reposer de sitôt, mais ça vaut le coup. Tant d'or, tant de bouffe, tant de bons vins hongrois. Il y aura des quantités de manteaux, de robes, des complets et des chaussures pour la patrie ruinée. Là-bas, on affiche qu'on enrôle les Juifs pour le travail. Ils se présentent d'eux-mêmes. Bon piège, pas vrai? Pauvre con de Juifs. Au loin, sur la route, près du quai où arrivaient les trains, on apercevait une foule dense. Il était 11 h du matin. Au camp, tout le monde était sur le qui-vive. On amenait encore 500 Juifs au Canada. Il y allait y avoir tant de choses à trier. Les SS attendaient le vin et les conserves. Et tout le Grand Reich attendait son butin. Pendant ce temps, les Juifs avançaient sans se douter de rien. À la croisée des chemins, on les partagea en 2 groupes. Les uns allèrent droit à la maisonnette blanche. Ils suivaient un joli chemin, en bordure du bois de bouleau. D'autres avaient tourné à droite et se rapprochaient de nous. Rien que des enfants et des femmes. Étant assise près de la fenêtre, je pus tout voir. Ces femmes et ces enfants ne savaient rien, ni où ils se trouvaient, ni pourquoi on les avait amenés là. Rien d'inquiétant autour d'eux. Rien n'annonçant la mort. Des gens travaillaient dans les baraques, de loin en loin. Des inscriptions leur indiquaient qu'ils allaient à la désinfection. Après une courte interruption, les hommes arrivèrent. Ils semblaient plus nerveux. Des vieux, des jeunes. Nous avions l'impression qu'aucune sélection n'avait eu lieu et que tout le monde allait à la chambre à gaz. 1 heure après, du 4e crématoire s'éleva une colonne de fumée, mince au début, puis formant des tourbillons de plus en plus épais. J'ouvris la fenêtre. À cet instant, une clameur puissante, inhumaine, formée par des milliers de voix retentit venant du côté de la maisonnette blanche. Elle déchira l'air, saturée de fumée, dura 1, 2, 3 minutes. Nous écoutions, folles de terreur. « C'est la fin du monde », dit Jutta, et elle se mit à prier. Les cris se turent. Nous regardions dans cette direction, hagardes. Des jours et des mois d'horreur s'écoulèrent. Pendant plusieurs semaines, des convois hongrois entiers allèrent au crématoire, sans sélection. En 24 heures, il arrivait parfois 12, 13 longs trains de marchandises. De tous les crématoires, on emportait en camion les vêtements des personnes gazées vers le Canada, où 1000 détenus travaillaient sans arrêt. Tout le long de la route conduisant de Birkenau au camp des femmes gisaient des troncs d'arbres.
on aurait dit qu'il voulait brûler l'Europe entière. Dans la rue du Canada, l'animation était extraordinaire. À chaque instant, un camion s'arrêtait devant l'une des baraques. À peine déchargé, il repartait rechercher une nouvelle cargaison. Les employés du Canada entassaient à un rythme effréné les vêtements encore chauds. Elles les triaient et en faisaient des tas sous le contrôle de Capot. La nuit, à la lumière d'énormes projecteurs et des flammes sortant des cheminées, au milieu des tourbillons de fumée et de suie, on voyait les silhouettes des femmes du Canada qui se mouvaient fiévreusement au milieu du bruit des autos, des cris des chauffeurs, des capots et des SS. Pendant des nuits entières, on entendait siffler et grincer les trains qui amenaient les nouvelles victimes. Et dans cette situation, imaginez une femme, une coprisonnière qui travaillait à réflexe une caméra à côté de ma mère et qui lui a dit « Écoute Christina, tout ça c'est atroce, mais au moins, grâce à Hitler, après la guerre, le problème juif sera résolu. » Cette femme, la même, quelques minutes plus tard, quand elle a entendu crier une juive dans le transport, de l'eau, elle a attrapé un gobelet et lui portait de l'eau. Les femmes dans le transport étaient persuadées d'aller à la douche et ne savaient pas ce qui les attend. Elles savaient très bien où elles vont. Et elles savaient que si un SS la voit, elle continuera la route avec les autres dans la chambre à gaz. Mais pour elle, c'était impensable de ne pas donner de l'eau à quelqu'un qui la réclame. Et effectivement, c'est difficile parce qu'on ne sait pas que juger à ce moment-là. Est-ce qu'on juge ce qu'elle a dit ou le fait qu'elle a risqué sa vie finalement pour donner un verre d'eau? Un acte héroïque, on a fait Christina, et comme on a fait beaucoup d'autres femmes durant ce conflit, elles ont été extraordinaires afin de faire en sorte que le monde sache ce qu'il se passe. Ève. Le Canada. La porte s'ouvrit doucement et la tête de Danoucha apparut. Le chef n'est pas là? Je suis venue vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Ce sont les nôtres qui arrivent, mes camarades. Ils vont nous libérer. Je décidai d'écouter à tout prix le communiqué de la Wehrmacht. Je regardai par une fente de la porte dans la pièce réservée au chef. Il n'y était pas. Pacha, Nella et Irka se chargèrent de faire le guet. Je tournai le bouton du poste. Mon cœur battait follement. Je déplaçai lentement l'aiguille sur le cadran et soudain... Ici Moscou, voici nos dernières informations. Nos armées ont encerclé les Allemands. Lvov, capitale de l'Ukraine occidentale, est libérée. Le chef, attention! L'enfer continuait. On exécutait la norme car l'armée rouge approchait. Au grand étonnement de tout le monde, des libérés se présentèrent au vestiaire. Rien que des droits communs, bien entendu. Je remarquai une femme d'aspect assez sympathique. Elle portait la lettre E, prisonnière en rééducation, une Polonaise. Je décidai d'agir. Profitant d'un moment d'accalmie, je lui demandai si elle accepterait de se charger d'une lettre concernant des renseignements sur le camp et des poèmes. Je la prévins que si elle se faisait prendre, c'était la mort. « Je l'emporterai, » dit-elle d'un ton résolu. « Je fais partie de la résistance et je considère cela comme un ordre. Comment est-ce possible qu'on vous libère ?» Elle sourit d'un air rusé. « Mais moi, je n'ai pas été arrêtée pour ça. Je suis ici pour le marché noir. Je sais ce que je risque, mais il faut que quelqu'un le fasse. » Je lui serrai la main. Après avoir reçu mon mot, on devait m'envoyer de la maison 3 œufs durs. Ce serait la preuve qu'il leur était bien parvenu. La lettre serait cousue dans une jartelle. Il fallait la remettre personnellement le plus rapidement possible. J'avais l'impression qu'il était d'une importance capitale d'envoyer à ce moment des renseignements précis sur le camp. Je pensais que personne ne sortirait de là. J'écrivis en toute hâte des détails sur des petites bandes de papier de soie. J'indiquais le nombre de personnes gazées, je racontais la construction des crématoires. Le papier fut cousu dans une jartelle. Quelque temps plus tard, je reçus un colis. Un œuf! Je le montrai à Bachia, très fière.
Bachia regarda l'œuf, sauta en l'air, m'embrassa et chuchota. Un œuf dur. Continue donc à chercher. As-tu oublié? En effet, je trouvais encore 2 œufs durs. La lettre leur était parvenue. Ils savaient. Cela veut dire que, même si nous périssons tous, le monde saura. Et donc, le front soviétique arrive, et c'est le sauf qui peut pour les nazis. Oui, l'approche du front soviétique, l'idée pour les Allemands qui étaient là, c'était sauf qui peut. Pour eux, ce qui est important, c'est ne pas laisser des traces pour que les Soviétiques, quand ils vont rentrer, quand ils vont arriver, ne voient pas le four crématoire, qu'ils ne voient pas les chambres à gaz. Ils commençaient à les dynamiter, à les supprimer. Une parmi les prisonnières, une capot, qui s'appelait Vala, avait aidé énormément de gens pendant cette période, pendant la période de travail, de différentes manières. À des jours de son anniversaire, ma mère lui a écrit quelques poèmes que vous voyez ici. Il y avait 8 pages comme ça, avec des poèmes pour Vala, et avec des dessins qui étaient faits par d'autres prisonnières. Et ça, on lui a donné à ce moment-là. Maintenant, l'armée soviétique s'approchait de plus en plus. Donc il a fallu quitter les camps. Et on a commencé à aller vers l'ouest, vers les camps qui se trouvaient au centre de l'Allemagne, Ravensbrück, Buchenwald, Sachsenhausen, et je ne cite pas tous les autres parce que ça s'arrête, la liste est longue. Donc il a fallu sortir là-bas toutes les marchandises et tous les prisonniers. Les prisonniers ont commencé la marche de la mort. Donc les prisonniers partent à pied, dans le froid, dans la neige, vers l'Allemagne. Les marches de la mort. Marjorie. La fin d'Auschwitz. Je quittai Birkenau, agité de sentiments confus. Nous franchîmes la porte du camp, émus, graves, conscientes de l'importance du moment. Nous ne sentions pas le poids de nos sacs, et aucune de nous ne se demandait où menait le chemin que nous suivions. Nous marchions allègrement au pas. Nos jambes nous portaient droit devant nous, loin de Birkenau. Sans prêter attention aux regards, nous chantions notre marche du camp. L'heure de la liberté a sonné. Une joie délirante nous transporte toutes. Tu as fini, telle une ombre d'errer dans la Langerstrasse de Birkenau. Quitte tes sabots, jette ta robe de camp, relève-la très haut, ta tête rasée. Tu vas rentrer chez toi. Maintenant, aux lèvres, le chant de la liberté. Adieu, adieu à Auschwitz effroyable, Birkenau de cauchemar, adieu. Dans tes baraques, un cri lamentable, le vent, désormais seul en cellule. Jakie miejsce jest na świecie, to nie bajka ani sen, w którym dzieje się, czy wiecie, wiele makabrycznych scen. 5 kominów dymi górą, jak zaklęty jakiś czar. Krew z kominów pnie purpurą, to przeklęte Birkenau. Więc pasy zdejm, więc strefę zrzuć. La 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 la. Żegnaj straszny Oświęcim i przeklęte Birkenau. Wiatr tylko na drutach będzie żałosną pieśń. Je n'irai pas dans un autre camp de concentration. Je m'enfuirai ou j'y laisserai ma peau. De tous les côtés, de nouveaux groupes d'évacués nous rejoignaient. Les colonnes
s'étirait à l'infini. Nous traversâmes la ville d'Auschwitz. Nous marchions comme des somnambules. Nos sacs commençaient à nous peser. On évacuait des familles des SS qui se trouvaient à Auschwitz. On chargeait en hâte des gosses, des valises, des édredons sur des voitures. Au 5e kilomètre, je jetais mon sac à dos. De chaque côté, un garde avec un chien, d'énormes chiens bien dressés, écartant toute idée de fuite. Partout, des chiens. On entendit les premiers coups de feu. Il faisait presque nuit. Chaque pas demandait un effort surhumain. Je savais que je n'arriverais pas au but. Une femme reçut un coup de crosse et tomba sur la neige. Je me traînais plus loin. On ne pensait plus qu'à faire encore un pas, quelques pas, 1 kilomètre. Tout à coup, j'aperçus une voiture de foin renversée sur la chaussée. Ma décision fut aussitôt prise. Un SS venait de passer près de moi. Je me retournai, le suivant était à 10 pas derrière moi. « Allez !» Je saisis la main de Sophia. « Vite, toi aussi !» Ma voix était impérative. D'un mouvement rapide, je me penchai et me laissai tomber dans le foin. Sophia avait compris. Et avec son pied, elle lança du foin sur moi et repartit. J'éprouvais un bien-être indicible. J'étais couchée. Je n'avais plus à marcher. Je voulais mourir. Je savais que, dans un instant, je recevrais un coup de crosse sur la tête. Cela ne faisait rien. Je ne serais plus obligée de marcher. Une femme s'assit sur le foin, sur moi. Oh, j'entendis un soupir. « Va-t'en d'ici !» dis-je. Elle sursauta, se leva aussitôt. Un instant après, elle avertit quelqu'un. « N'y va pas, c'est sale. » Malgré toute l'horreur de la situation, je souris en pensée à la femme qui me sauvait la vie. « Allez, continue, tu voulais te cacher ici !» Ces paroles odieuses retentissaient près de moi. Ça y était maintenant, c'était sûr. J'entendis un coup, l'écho d'une bagarre, un cri. Oh, mon Dieu! Ils passèrent. Encore une fois, on ne m'avait pas trouvé. Je ressentis brusquement le froid et l'incommodité de ma position. Je me demandais depuis combien de temps j'étais couchée. 1 minute, 1 heure, toute une nuit, peut-être. Un SS s'assit sur ma tête. Je distinguais le bruit fait par le chien qui cherchait et son souffle tout près de mon visage. Je savais que j'étais perdue. Alors, dans un instant, le SS assis sur moi jura. Il s'adressa à quelqu'un d'autre. Ils parlèrent pendant je ne sais combien de temps. Je savais comment je mourrais. On me transpercerait avec une baïonnette. Pourtant, je vivais. Comment était-ce possible? Mon corps était complètement engourdi. Je ne sentais plus mes jambes. J'essayais de faire un mouvement sans résultat. Mon cœur battait fort, si j'avais pu l'arrêter. On passait toujours. Quelqu'un s'affaissa à côté de moi, fouilla le foin. Coup de feu. La femme, qui avait voulu se cacher là, rendit le dernier soupir. Je me demandais où était passée la balle. Peut-être m'avait-elle frôlée sans que je ne la sente. Je retombai
dans un demi-sommeil. Une pensée naissait dans mon subconscient. On ne m'avait pas trouvé depuis si longtemps. Une lueur d'espoir, peut-être un moment de silence. Il fallait que je sorte. J'allais me lever. Peut-être un soldat se trouvait-il à un pas de moi, mais tant pis. Je sortis la tête. J'émergeai brusquement. J'aperçus deux civils sur la route. Polonais? L'un d'eux fit un signe de croix en m'apercevant. Oui, bégaya-t-il. Y a-t-il un village polonais par ici? Effrayé, il m'indiqua une direction. Là-bas, à 3 kilomètres de la route. Je courus à travers champs, en pataugeant dans la neige profonde. J'en tirai péniblement mes pieds. Je trébuchais et j'entendais les bruits du convoi suivant sur la chaussée. Je courus comme une folle. Je m'éloignai de la route d'où me parvenait le bruit confus de la foule, les coups de feu et le tintement des clochettes des traîneaux. J'arrachai le numéro sur mon manteau. Je me retournai. Je pouvais m'arrêter. Ne me verrai pas. Je fis encore quelques pas. Devant moi, un village endormi, plus de barbelés autour de moi, une chaumière, une haie, un silence infini et le bruit des clochettes qui se perdaient au loin. Un drôle de petit chien aboyait gaiement. Une joie immense, folle, me fit crier « Je suis libre! Je suis libre! Je vais vivre! » Donc Christina survit grâce à la solidarité avec ses co-détenus, grâce à une cascade de miracles, c'est assez incroyable. Elle s'échappe, arrive dans ce village proche d'Auschwitz et nous sommes le soir du 18 juin 1945. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il se passe ensuite? En janvier 1945, 18. Ah. 18 janvier. Là, ce jour-là, depuis, nous avons fêté toujours le 2e anniversaire de ma mère, en fait 3e. La première, elle est née le 1er septembre 1914. 2e anniversaire, c'était 28 mai 1918, elle a gagné 4 ans. Hein, donc c'est pour ça qu'elle avait bien gardé le nom Christina Jogowska. Et le 3e, c'était celui-là. C'était les jours de la paille. Et la paille, c'était la vraie renaissance de ma mère. Elle est sortie de parmi les morts, elle a commencé à vivre. Et pas vivre, elle a commencé, pas vivoter, mais vivre vraiment. Elle a commencé à écrire des scripts satiriques, elle a commencé à écrire des chansonnettes, elle a commencé à faire tout possible pour s'amuser, pour montrer à ses bourreaux qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas réussi à la amener à niveau de bête, mais elle continue à vivre en vrai être humain, avec toute la joie que l'on puisse imaginer. Et donc dans cette ferme, lorsqu'elle arrive, elle va être accueillie par le petit couple qui habite ici. Oui, par les paysans qui, quand ils ont vu qu'elle était sauvée de camp, il n'était pas très loin, ils sentaient aussi l'odeur du crématoire. Ils savaient que si Dieu lui a permis de vivre jusqu'à là, alors eux, ils ont aussi le devoir de l'aider et de lui permettre de vivre. Ils l'ont hébergée dans le grenier, d'où elle voyait souvent l'armée soviétique et l'armée allemande qui allaient de gauche à droite, de droite à gauche, qui étaient en train de combattre. Et à un moment donné, sur un char soviétique, il a pu rentrer à Varsovie, où il a rencontré mon père. Un peu plus tard, après la fin de la guerre, c'est-à-dire après le mai 1945, il a rencontré sa sœur, Bacha. Elle a rencontré sa mère qui revenait d'Autriche.
Et Léon, son voisin, qui était depuis très longtemps amoureux d'elle, malheureusement il a perdu contre Bolek, son fiancé, mais là, Bolek était supposé d'être mort, et c'est Léon à nouveau qui lui a procuré les conditions de vie où elle n'a pu écrire son livre. C'était vital pour elle à l'époque. Pardon? C'était vital pour elle de d'écrire ce livre. Il a fallu qu'elle sorte, qu'elle recrache, qu'elle vomit tout ce qu'elle avait des souvenirs d'Auschwitz. Sinon, elle était encore dedans. Puis elle était persuadée d'être la seule survivante. Donc pour elle, c'était indispensable de laisser un témoignage. Elle ne savait pas que les autres vont pouvoir le faire aussi. Son livre, le premier livre, est sorti en janvier 1946. Donc vraiment, techniquement, ce n'était pas possible plus tôt. Il n'y avait rien qui est sorti avant. C'était le premier livre. Et l'avantage de ce livre, c'est comme c'était écrit tout de suite, à chaud, c'était directement ses mémoires. Il n'y avait rien d'autre. Ce n'était pas ce qu'elle discutait avec les autres, où elle planifiait comment l'écrire, est-ce qu'il faut le dire, ou est-ce qu'il ne faut pas le dire. C'était brut. C'était brut, tel quel, elle avait tout écrit. Et c'est là que vous êtes nés, ton frère et toi. Elle a eu deux beaux enfants. Oui. Et elle écrivait, comme tu dis, tous ces chansonnettes, ces textes satiriques. Elle mordait dans la vie. Et c'est d'ailleurs une de ces textes satiriques qui va nous être jouée par ta fille et ton petit-fils, Estelle et Nathan. J'aimerais te parler. Je t'écoute. Peut-être pourrions-nous passer nos vacances séparément cette année? Pourquoi? Sans raison particulière. C'est juste que cela fait 10 ans que nous sommes inséparables et je pense que tout le monde a besoin d'un peu de répit. Bien sûr. Tu sais, ça tombe bien parce que je voulais te proposer la même chose. Je suis très heureuse que nous soyons tout de suite d'accord. Moi aussi, je suis très content. J'en rêvais secrètement. Mais je pensais que je devrais te convaincre pendant au moins 3 heures. C'est pour ça que je n'osais pas aborder le sujet. Tu vois, à l'avenir, tu sauras que tu ne dois pas avoir peur de moi. Je ne suis pas si méchante. Moi non plus. Écoute, tu avais besoin de respirer. On pourrait penser que je te gêne, que je t'empêche de respirer. Mon Dieu, c'était juste une remarque innocente. On dit, tout le monde a besoin de respirer. Cela ne veut rien dire. Mais tout cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est notre décision. Bien sûr. Nous partons séparément. Il n'y a rien d'autre à dire. Au fait, c'est assez étrange que tu acceptes aussi facilement. Ça m'est complètement égal. Mais je suis convaincue qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Derrière quoi? Eh bien, derrière ton immense envie de ne pas venir avec moi. Tu t'es trahi toi-même sans le vouloir. Moi? Comment ça? Tu vois à quel point tu y es terrifiée? Comme si je t'avais pris en flagrant délit avec elle. Avec qui? Tu es folle! Peu importe. L'essentiel, c'est que nous partions séparément. Exactement. Mais j'avoue que je suis un peu déçu. Pourquoi? Si tu soupçonnes vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre que toi dans ma vie, pourquoi es-tu associée indifférente? C'est toi qui avoues. Je n'ai pas dit que... Mais ça ne t'intéresse pas? Et pourquoi ça devrait m'intéresser puisque tu dis que tu rêvais secrètement de passer des vacances sans moi? Je n'ai pas dit que je rêvais secrètement de passer des vacances sans toi, mais la même chose que toi. Ça revient au même. Ça veut dire que tu rêvais secrètement de passer des vacances sans moi. Tu m'en diras tant. Très bien, tu veux les avoir. Le plus important, c'est notre décision. Bien sûr, c'est ta décision. Mais c'était ton idée. Je voulais te tester, car j'avais deviné ce dont tu te rêvais secrètement. Mais je ne rêvais pas... Mais je ne rêvais pas du tout de vacances séparées. Alors pourquoi as-tu dit que je t'avais devancé puisque tu avais l'intention de me proposer le premier? Qu'est-ce que j'aurais dû dire quand j'ai vu que tu brûlais d'envie de partir sans moi? Alors, qu'est-ce que tu décides? On part ensemble ou séparément? Je ferai toujours ce que tu décideras. Je pars séparément. Formidable. C'est exactement ce que je voulais te proposer. Mais tu m'as devancé. Donc tu comptes sur le fait que je vais m'énerver et que nous allons voyager séparément? Ah non, mon chéri, tu t'es trompé. Nous partirons ensemble.
effectivement, ça montre à quel point elle avait le sens de l'humour. Et... À la maison, on n'arrêtait pas de rigoler de tout et de n'importe quoi. D'ailleurs, pas uniquement avec ma mère. J'ai connu beaucoup de collègues, des copains de ma mère, des anciennes prisonnières, des prisonniers. Ils étaient tous en train de rigoler. Pour eux, le reste de la vie, c'était quelque chose qui était déjà gagné d'office. Donc c'était dérisoire. Nos problèmes quotidiens, c'était des broutilles, c'était rien. Ce qu'ils ont vécu vraiment, ça c'était atroce. Et ce que nous, on vivait quotidiennement, ça n'avait pas d'importance. Parfois c'était carrément triste. Il y avait un des amis qui, lorsqu'on lui a annoncé qu'on va à l'enterrement, il y a une personne qui est décédée, il a éclaté derrière. Une personne étant de pleurs. Mais il avait compris aussi. C'est pas qu'il était insensible, mais il avait dans la tête cette comparaison qu'il ne pouvait pas le quitter. Ta maman a changé de nombreuses fois d'identité sous l'occupation, et dans son livre sur Auschwitz, elle ne fait aucune mention de sa judaïté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement, elle ne reprend pas sa vraie identité de Sonia Landau après la guerre? Alors, il y a toute une série de raisons. Pour commencer, déjà en 1946, dans la ville de Kielce, il y avait un pogrom. L'antisémitisme n'était pas terminé. Contrairement à tout ce qui s'est passé, contrairement à tout ce qu'on pouvait croire, ça continuait. Et à ce moment-là, il y avait près de 300 000 juifs qui ont quitté Pologne pour aller en Israël ou parfois d'autres pays, mais surtout en Israël à l'époque. Et il n'y avait que de 20 000 qui sont restés, non 25 000, dont une bonne partie ne savait même pas qu'ils sont juifs, tel que moi par exemple. Je n'étais pas au courant. À la maison, c'était un non-sujet, on ne parlait pas de ça. C'est pas parce que c'était interdit. On ne parlait pas parce que, pour quelle raison devrait-on parler de ça? Il n'y avait pas de raison. Donc je ne savais rien. J'ai appris que je suis juif quand j'avais 14 ans, quand le deuxième livre de ma mère est sorti, le livre L'Ovide, où elle parle de ghetto. Effectivement, du coup, les juifs qui étaient encore là avaient tout intérêt à garder leur fausse identité pour être protégés. Oui, j'ai connu, même beaucoup plus tard, quand je suis revenu en Pologne en 90, 95, 96, j'ai connu beaucoup de familles dont je savais qu'ils sont d'origine juive, des coprisonnières dans le ghetto de ma mère, celle qui est décrite ici comme Stella, elle était dans le ghetto avec ma mère, et sa fille ne savait pas que sa mère était dans le ghetto, qu'elle était juive, et son petit-fils non plus. Et jusqu'à la fin, quand sa fille l'avait appris, elle m'avait demandé, surtout ne le dis pas à mon fils, je ne veux pas qu'il l'apprenne. Et c'était en 95, 96, quelque chose comme ça. Donc longtemps après la guerre. L'antisémitisme en Pologne, en fait, il a disparu. L'antisémitisme a été créé d'une manière artificielle par le gouvernement pour justifier la misère économique de pays. Comme tout se passait mal, il a fallu donner une justification. La justification la plus simple, c'était de dire c'est les Juifs qui amènent tout en Israël au lieu de laisser un peu. Donc, les Juifs étaient les têtes des Turcs. Et justement, quand tu nous parles de ce deuxième livre, où cette fois-ci elle va révéler ses origines juives, elle le fait suite finalement à une discussion lors d'un cocktail qui l'a beaucoup perturbée et qui va lui faire réaliser que c'est le moment de raconter ce qui se passait dans les ghettos. Oui, alors justement, elle est arrivée à un moment donné à une réception, une cocktail party, où il arrivait comme d'habitude avec du retard. Et là, elle a vu un bonhomme qui racontait une petite histoire. Imaginez-vous, messieurs, dames, que j'étais dans le ghetto, comme tous les autres juifs, et j'ai vu un enfant qui avait ras-le-bol, qui a voulu se suicider. Sur le pont du ghetto, il a voulu se jeter de ce pont sur la tête pour fuir. Quand je l'ai vu, je l'ai attrapé, et à cet instant précis, il y avait un gendarme qui s'approcha de nous et me dit « Ou bien tu jettes cet enfant par-dessus des barrières, tu le tues,
ou bien je vous tue tous les deux. Et alors, monsieur, dame, qu'est-ce que vous aurez fait, monsieur, dame, à ma place, monsieur, dame? Ma mère a interrompu tout de suite, elle n'a pas permis à répondre. Elle a dit, c'est pas la question que l'on doit poser. On doit se demander comment faire pour qu'un être humain ne soit plus jamais posé devant une alternative pareille. Comment savoir qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il avait le ventre plein ou le ventre vide? Est-ce qu'il allait rencontrer sa fiancée ou bien revenir après avoir rompu? On ne peut pas répondre à ce genre de questions. Effectivement, ce sont des situations dans lesquelles on ne peut pas être mis et surtout ne pas choisir. Il y a normalement un troisième livre qui aurait dû sortir dans les années 60, qui aurait dû être intitulé Le Quatrième Reich. Effectivement, dans la même période, elle a commencé à écrire le livre qui devait s'appeler Quatrième Reich, et dans lequel elle était en train de chercher les documents et les preuves de qu'est-ce qui est fait actuellement par des anciens nazis. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et on a trouvé que dans toute la partie de l'Europe occidentale, ces personnes étaient poursuivies, ils ont eu le procès, ils étaient jugés, dans certains cas libérés, mais en majorité des cas, ils étaient condamnés, souvent à mort. Mais dans la partie RDA, République démocratique allemande, dans la partie allemande de l'Est, eh bien, ces personnes-là ont souvent obtenu des postes de hauts fonctionnaires dans le gouvernement allemand, dans la police secrète allemande, etc. Et là, il y avait une autre chose qui a commencé. Elle a commencé à être poursuivie pour ne pas publier ses livres. Vous avez été surveillé. Et tous les membres de la famille étaient poursuivis. C'était très drôle. Moi, j'avais à cette époque-là, justement, à peu près 14-15 ans. Quand j'allais à l'école, derrière moi, il y avait une voiture de police qui roulait tout le temps. Un jour, comme il y avait de la pluie, je me suis arrêté, je me suis approché d'eux. Écoutez, il y a la pluie, vous allez de toute façon me suivre, tant qu'à faire, amenez-moi à l'école. Ils l'ont fait. Vous nous parlez justement de situations difficiles en Pologne. Effectivement, en 1967, il va y avoir la guerre des 6 jours entre Israël et les pays arabes frontaliers. Le gouvernement polonais, qui est effectivement dans une situation délicate, on va dire désastreuse de point de vue économique, va se saisir de ce conflit et ils vont prendre parti contre Israël et demander au peuple polonais d'en faire de même, ce qui va mettre en porte-à-faux tous les juifs finalement de Pologne. Et ça va être le début de la fracture, dont les répercussions vont être énormes pour le peuple, mais aussi pour ta famille et vont amener à ton départ. Oui, les Juifs ont commencé à ce moment-là à chercher à prouver qu'ils sont juifs pour pouvoir obtenir l'autorisation de quitter le pays. Et il y a d'autres qui se baladaient d'une ville à l'autre pour trouver le certificat de baptême de leurs parents ou d'eux-mêmes pour montrer qu'ils ne sont pas juifs. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas être juif si on voulait avoir une poste à responsabilité. On ne pouvait pas, par exemple, travailler dans la réception d'un hôtel, réceptionniste, qui devait surveiller qui rentre, qui sort, à quel moment, avec qui, et écrire des rapports. Si on était juif, on ne faisait pas confiance. Donc, on ne pouvait pas. Si on voulait avoir un poste intéressant, il a fallu prouver qu'on n'est pas juif. Dans le même train, ma mère a raconté quelqu'un qui est parti à Cracovie pour obtenir le certificat de baptême de sa mère. Et dans le même train, dans le même compartiment, il y avait quelqu'un d'autre qui cherchait à prouver qu'il était juif pour pouvoir enfin quitter ce pays. Et parce que pour avoir finalement ce passeport allait simple, hein, oui. Parce qu'on n'avait pas le droit de revenir, il fallait aussi prouver qu'on était juif. Oui. C'était juste incroyable. Et c'est ce qui va t'amener finalement toi aussi à quitter le pays avec ton frère. Oui, moi quand j'ai lu le livre de ma mère, je lui ai dit, écoute maman, tu étais dans le ghetto, oui. C'est vrai tout ça, oui. Et mon père, lui aussi, il est juif. Ah bon, d'accord. Ça veut dire que moi je suis juif? Oh, si ça te fait plaisir. Hein? On s'en fout, c'est pas un problème, c'est pas un vrai sujet. Mais c'est vrai que quand mon frère a décidé de partir, il est parti 3 août 69. Eh bien, quand j'avais dit dans la famille de ma petite amie que mon frère il part pour Israël officiellement, ce qui n'était pas vrai, hein, il partait
en Suède. Le chemin par Israël, par la Suède, c'est pas forcément le plus facile pour... c'est pas la ligne directe. Hein. Mais le document de voyage qu'il avait, comme celui que moi j'ai obtenu par la suite, c'était le possesseur de ce document de voyage n'a pas de nationalité polonaise. C'était écrit en 6 langues. Et on partait officiellement pour Israël. Mon frère, il partait, j'avais donné cette information dans la famille de ma petite amie, et sa mère, à elle, a dit « Quoi? Ça veut dire que vous êtes juifs, tous ?» J'avais dit « Sur vous. » Bon, dans notre famille, ni un juif ni allemand ne rentrera jamais. À cette seconde même, j'ai décidé de partir. Et je suis parti presque un mois plus tard, après mon frère. Moi, je suis parti le 1er septembre 69, c'est-à-dire pile poil 30 ans après le début de la Première Guerre, quand les Allemands sont entrés en Pologne. Et je suis parti le jour de l'anniversaire de ma mère. Ta maman, elle ne vous a suivi finalement qu'un an et demi plus tard, quand elle a compris qu'elle ne pourrait plus vous voir si elle restait là-bas. Exact. Elle a voulu rester au départ en Pologne, parce qu'elle était écrivain, parce qu'elle se sentait bien, etc. Mais comme elle a vu que tout contact avec tout ça est complètement coupé, nous, on ne pouvait pas venir en Pologne, elle ne pouvait pas sortir de Pologne. Alors elle a pris la décision de partir aussi, avec le même genre de papier. Et elle est partie en Allemagne, parce que Jacek et moi, nous sommes partis en Suède. Elle est partie en Allemagne parce qu'elle parlait couramment allemand. Elle pouvait continuer à écrire, à travailler de son métier d'écrivain. Oui, du coup, la barrière de la langue n'étant pas, elle pouvait continuer à vivre de son art, c'est-à-dire continuer à écrire, à faire des conférences. Je crois d'ailleurs, tu m'avais dit qu'elle avait été présidente de bourse. Et aussi, elle a commencé à faire des dessins, comme vous voyez ici, un exemple de dessin. Ça, il y a des centaines de ces styles-là. Et mon frère qui est parti en Suède, il est ici. Mon frère aîné. Est-ce qu'on pourrait finir cette conférence en t'entendant nous dire finalement quel message ta maman aurait voulu que tu transmettes en son nom? Un message très simple. On ne peut pas plus simple. Arrêtons de faire les amalgames. Ce n'est pas les Allemands qui ont fait l'atrocité de la guerre, c'est les nazis. Et ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas oublier que les premiers camps de concentration étaient construits en Allemagne, à Dachau, pour les Allemands, en 1933, pour combattre les opposants au système hitlérien, les communistes et tous les autres opposants. Et donc, ce n'est pas les Allemands. Quand aujourd'hui encore, j'entends les gens qui disent les Allemands ont fait ceci et cela, je les froid dans le dos. C'est pas vrai. Pas... Les Allemands ont sauvé ma mère quand elle était dans le train, quand les soldats de Wehrmacht lui ont dit de se cacher sous leurs bottes. Et... Les Allemands ont fait beaucoup de choses de bien. Les nazis, non, c'est pas la même chose. Et quand elle était en Allemagne par la suite, une des plus belles choses, c'est qu'elle intervenait dans les écoles allemandes, justement. Elle témoignait souvent dans les écoles, dans les collèges en Allemagne, et elle lisait les extraits de ses livres, elle parlait avec des élèves. Il y avait une gamine de 13 ans qui s'approcha de ma mère et dit « Mais madame, vous devez nous haïr, nous, les Allemands. » Et ma mère a répondu « Quoi? T'haïr toi? Qu'est-ce que tu m'as fait de mal? Pourquoi est-ce que je pourrais jamais t'haïr? C'est ridicule. C'est ridicule. Aujourd'hui encore, j'entends souvent que je ne supporte pas, c'est des Allemands. Mais non, c'est pas des Allemands. Chassons ça de la tête. Je pense qu'elle a résumé finalement ce qu'on doit retenir de tout ça. Hein, c'est être ouvert à l'autre, à la différence. Surtout d'essayer de comprendre les autres. De comprendre et de ne pas juger. Oui, de juger. Quand on a tous les éléments qui permettent éventuellement de juger, et encore, on n'a pas l'élément intérieur. On ne peut pas avoir tous les éléments. Merci Tadeusz. Merci à vous. Et maintenant, si vous le désirez, vous pouvez avoir un moment d'échange et poser des questions à Tadeusz. Voilà, cette soirée touche à sa fin. Le sujet n'est de loin pas épuisé, mais on ne va pas s'éterniser infiniment. L'histoire de ma mère
est un prétexte pour aborder des sujets universels qui nous concernent tous, et pour que les événements abjects qui se sont déroulés pendant la Deuxième Guerre mondiale nous servent de leçon. La réalisation de cette soirée a été possible grâce à de nombreuses personnes qui ont participé à ce projet. Je vais essayer de n'oublier personne. Merci, pour commencer, à Monsieur le maire de Provins, Monsieur Olivier Lavenka, qui est parmi nous. Merci aussi à un de ses adjoints, Monsieur François Marchand, qui est aussi parmi nous. Merci beaucoup à un directeur de ce centre culturel sportif, Claude Meneuer, directeur de ce théâtre, qui est aussi parmi nous. Merci à la régie du théâtre, représentée par Jean-Philippe et par Guillaume. Jean-Philippe Rousseau, je suis Guillaume Joly. À Marie-Caroline Thierry, au secrétariat, qui est toujours parmi nous. Elle a annoncé qu'elle vient de soir, elle ne pourra pas. Elle était déjà en midi. Je remercie beaucoup l'équipe de participants, les héritières de passeurs de mémoire. En commençant par Christophe Adorian, où est-ce qu'il se cache maintenant? Il est là quelque part. C'est lui qui était l'initiateur de ce projet. Et sans lui, cette soirée n'aurait jamais eu lieu. Merci à mon épouse Thérèse, avec qui je vis depuis 1973 et qui a connu ma mère, reçu oralement son témoignage d'une rare profondeur et est devenue passeuse de mémoire dans ce moment-là. De plus, elle a su me supporter et soutenir au long de ma vie, particulièrement lors des préparatifs de ce jour. Parfois très douloureux pour moi. Merci à mes filles, Ève et Estelle, qui sont là tous les deux. Mes petits-enfants, Chloé et Nathan, qui sont parmi nous aujourd'hui, aussi que Célia et Evan, qui n'ont pas pu venir, ils habitent à Nice. Ma fille Ève, d'ailleurs, est venue exprès de Nice pour être là aujourd'hui. Mais qui sont héritières de ce lourd passé et dont le devoir de la mémoire est perpétué quand même. Mélissa, qui est à côté, en tant que modératrice, animatrice. Seule une de mes filles et elle pouvaient tenir ce rôle. Bon, j'ai pas assez modéré par moment. D'accord. Merci à Marjorie, qui est là-bas au fond, que vous avez entendu à la guitare et qui a entraîné ma fille Estelle en chant de Yiddish Mama, entendu en ouverture de séance. Et puis dans l'ordre dans lequel je l'ai connu, les passeurs de mémoire, Catel, que je raconterai en témoignage de ce théâtre, les nouveaux arrivants qui ont s'adapté dans l'urgence Marjorie 2. C'est pas souvent d'avoir deux Marjorie sur scène en même temps. Hein. Puis, merci, et enfin, je suis heureux de voir que mon frère Jacek, où est-ce qu'il est? Quelque part par là, il peut se lever, est venu. Jacek qui a pris son nom d'après l'enfant que ma mère a voulu sauver dans le ghetto, qui l'ont jeté par-dessus des barrières, qui a été sauvé pendant quelques temps, malheureusement, qui est décédé tout de suite après. Jacek a fait le voyage d'Allemagne pour être présent à cette conférence, à laquelle il ne comprend presque rien, ne parlant pas français. Merci à Maya, la petite fille de Bacha, sœur de ma mère, d'être là. Enfin, je vous remercie à tous d'être venus. J'ai prévu de remercier M. Jean Laforie, qui devait normalement être là, mais je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il n'a pas de problème. M. Jean Laforie, il ne faut pas oublier, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 102 ans et qui continue à témoigner son passage dans les prisons en France et puis dans les camps de concentration à Dachau, en Allemagne. Je ne le vois pas malheureusement, mais normalement il devait être là, je le remercie quand même. Enfin, je vous remercie tous d'être là, d'avoir la volonté de mieux comprendre le passé
et d'œuvrer grâce à cette compréhension pour que les valeurs de résistance, de tolérance continuent d'être propagées et qu'on arrête à généraliser et qu'on réfléchisse sur le présent et sur l'avenir avec la lumière du passé. Malheureusement, hier, nous avons commémoré le 10e anniversaire de l'attentat au Bataclan qui nous montre que la barbarie persiste. Demain, nous avons la journée mondiale des écrivains en prison. Ils sont 375 aujourd'hui. Écrivains qui sont en prison pour leur opinion politique. C'est triste, mais c'est comme ça, ça existe. Et c'est notre devoir de lutter contre ça.